Non, le livre n'est pas mort. Oh, mais vous, c'est moins sûr, hein. S'il vous plaît, monsieur, je pourrais aller aux toilettes? Nova Édition publie le livre noir de la garde à vue. Parfait manuel du savoir-vivre en commissariat. Oui, bon, allez, c'est bon, là, laissez-moi aller aux chiottes. Depuis quelques années, le nombre de gardes à vue a explosé en France. Une grave menace pour les libertés publiques. Putain, mais laissez-moi aller pisser, là. Quelle obsession du chiffre touche les officiers de police judiciaire. Ça y est, je m'en fous, je pisse, hein, tant pis pour vous. Allez, salut. Parce que la garde à vue, ça n'arrive pas qu'aux autres. Lisez Le livre noir de la garde à vue de Patrick Krugman. Un manuel de survie chez Nova Édition. Stéphane, 40 ans, nous pose la question du jour. Jusqu'à quel âge puis-je habiter chez mes parents? Je serais tenté de répondre, mais tant qu'ils ne te jettent pas dehors, cher Stéphane. Mais ce serait beauté en touche. Vis chez eux, soit, mais aide-les de ton mieux. Par exemple, dis-leur que chez Grand Optical, à 70 ans, on a 70% de réduction. Jusqu'au 28 novembre chez Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture. Grand Optical. Offre soumise à condition, voire modalité en magasin. En ce moment sur Sarenza.com. vente privée de chaussures Geox. Ouais, ceci est un SOS. J'ai échoué sur une île déserte et il n'y a pas Internet. Si quelqu'un entend ce message, pourrait-il commander pour moi une paire de Geox taille 42? Ouais, quelqu'un m'entend? Je répète, taille 42. Sarenza.com. Des milliers de Geox hommes, femmes et enfants à prix fou. Ouais. Qui d'autre peut se vanter de vous offrir ça? Sarenza.com. On ne plaisante pas avec les chaussures. La SNCF laisse la parole aux automobilistes réunis. Alors moi, je me soulève contre certaines généralités, comme quoi en train, on a tout le temps de lire, de travailler, de tricoter. Le temps de rien du tout, oui. Pensez-vous que 12 minutes entre Versailles et Paris-Montparnasse, c'est assez pour finir un cardigan? Eh ben non. Au moins, un trajet en voiture, ça dure vraiment longtemps. Je peux pas tricoter, bon, enfin, qu'est-ce que j'ai comme temps? Merci aux automobilistes réunis. Et donc, la SNCF Île-de-France vous dit à très bientôt. À 15 ans, j'ai eu la jaunisse. La maladie débuta en automne et se termina au printemps. Plus l'année finissante devenait froide et sombre, plus j'étais faible. C'est seulement avec l'année nouvelle que je remontais la pente. Janvier fut tiède et ma mère installa mon lit sur le balcon. Je voyais le ciel, le soleil, les nuages et j'entendais les enfants jouer dans la cour. Par un début de soirée de février, j'entendis chanter un merle. Ma première sortie de la rue des Fleurs, où nous habitions au 2e étage d'un gros immeuble datant du début du siècle, fut pour aller dans la rue de la Gare. C'est là qu'un matin d'octobre, en rentrant du lycée, j'avais été pris de vomissements. Cela faisait plusieurs jours que je me sentais faible, plus faible que je ne l'avais jamais été encore de ma vie. Chaque pas me coûtait. Quand je montais des escaliers, à la maison ou au lycée, mes jambes me portaient à peine. Je n'arrivais pas non plus à manger. Même lorsque je me mettais à table en ayant faim, les aliments me dégoûtaient tout de suite. Le matin, je me réveillais la bouche sèche, avec l'impression que dans mon ventre les organes pesaient et n'étaient pas à leur place. J'avais honte d'être aussi faible. J'eus encore plus honte de vomir. Cela ne m'était jamais arrivé non plus. Ma bouche se remplit, j'essayais d'avaler, je serrais les lèvres et plaquais ma main sur ma bouche, mais ça jaillissait et passait entre mes doigts. Alors, prenant appui sur le mur d'un immeuble, je regardais le vomi à mes pieds, en rendant des glaires liquides. La femme qui vint à mon aide le fit presque brutalement. Elle me prit le bras et m'emmena par une entrée sombre dans une cour intérieure. En hauteur, d'une fenêtre à l'autre, du linge pendait à des cordes. Des piles de bois étaient entassées dans la cour. Par la porte béante d'un atelier, une scie hurlait et des copeaux volaient. Près de la porte par laquelle nous étions passés, il y avait un robinet. La femme l'ouvrit, rinça d'abord ma main, puis prenant l'eau dans le creux de ses mains, m'aspergea la figure. Je m'essuyai avec mon mouchoir. Saint-Plantaire, une commune du centre de la France, dans le sud de l'Indre, à la limite de la Creuse. Une région de bocage et d'élevage, de vaches pour la viande et de chèvres pour le lait. Une commune rurale, comme des milliers d'autres, dont l'activité agricole est aujourd'hui menacée. La France comptait 10 millions d'agriculteurs après-guerre, 900 000 aujourd'hui. Combien demain? Les revenus agricoles sont en chute libre. Une crise de plus, peut-être la crise de trop. Daniel Calam est installé depuis 30 ans comme éleveur à Saint-Plantaire. Il en est également le maire depuis 20 ans. Comme un ultime coup près, la politique agricole commune sera renégociée en 2013, avec la menace d'une refonte drastique des aides et des primes.
Pour les paysans de Saint-Plantaire, l'incertitude est totale. Nicolas, le fils de Daniel, se prépare malgré tout à reprendre l'exploitation familiale avec Charlotte, sa compagne. Dédé n'a plus que quelques vaches et tente de tenir le coup jusqu'à la retraite. Franck et Jacques sont obligés de produire plus pour rembourser plus. Joël et Philippe, eux, tentent une autre voie et sont passés en bio. Enfin, Alain a vu son exploitation placée en liquidation. Tous s'accrochent à la notion de paysan qui vit au pays et qui le fait vivre.